Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat à Paris, porte de Versailles, 4e jour. Et ce matin, nous allons nous intéresser à la relation entre l'architecte, le façadier et le gamiste. On va voir comment ces trois personnes, enfin ces trois axes de construction travaillent ensemble. Pour en parler avec moi, monsieur Gianluca, alors je vais le dire à la française, Liverani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial de la société Asa Façade Vitrée. Asa Façade Vitrée, qu'est-ce que c'est? Asa Façade Vitrée, c'est un façadier française avec son bureau à Boulogne-Billancourt. Il fait part d'un groupe italien et qu'il travaille en France, Luxembourg, Italie et aux États-Unis. Donc un grand groupe industriel de façadiers et qui travaille dans l'international, qui porte à l'international son savoir-faire italien. Combien de personnes pour ce groupe international? Vous êtes combien à peu près? Je n'ai pas compris. Vous êtes combien de personnes en tout? 230 employés globalement dans tout le groupe. À côté de vous, Steven Ware. Steven, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez Artbuild. Artbuild, qu'est-ce que c'est? Artbuild, c'est un cabinet d'architectes basé à Paris, Bruxelles et Luxembourg. International également. International, mais européen principalement. On travaille un tout petit peu aussi dans l'Afrique du Nord, notamment au Maroc. Et à côté de vous, monsieur Fabrice Trias. Excusez-moi, je crois que je vais écorcher votre nom. Dites-moi. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, parfait. Et vous êtes le directeur du service technique de Vicona. Exactement. Vicona, donc, on ne présente pas, mais vous me présentez. Voilà, Gamist Aluminium, qui appartient au groupe Hydro, numéro 1 mondial de l'aluminium. Et au sein des différentes marques de Gamist du groupe, on est la marque Projet, la marque qui va accompagner et personnaliser les souhaits des architectes et de nos clients. D'accord. Alors on va prendre un exemple. L'exemple, c'est le bâtiment du campus NJ, enfin les bâtiments du campus NJ à la Garenne-Colombe qui ont été livrés quand, à quel moment? Ça a été réceptionné lundi. Donc réceptionné lundi. Batimat cette année. Donc, c'est tout neuf. C'est tout neuf. On est dans l'actualité. Fait. Steven Ware, expliquez-nous de quoi il s'agit. Quel est ce bâtiment et quelle a été votre approche, vous, d'architecte, par rapport à ce bâtiment et bien sûr, on va s'intéresser beaucoup, on pourrait en parler beaucoup, mais on va s'intéresser surtout à la façade. Très bien. Alors, le projet est né. C'était un projet de NJ d'abord qui cherchait à quitter leur tour et de s'installer dans un campus. Je pense qu'à un moment donné, il y avait cette question qui était très importante. Pour la culture de l'entreprise de choisir entre tours pour des grandes sociétés comme NJ ou campus. Donc la décision a été prise de déménager, de quitter leur tour et de s'installer dans un nouveau campus sur l'ancien site d'une usine Peugeot Citroën qui se trouvait juste à côté, au pied de la Défense, à la Garenne-Colombe. Alors, il y avait une copromotion qui a été créée entre Nexity et NJ. Ils ont lancé un concours, on a été retenu en tant qu'équipe d'architectes avec deux autres cabinets parisiens, SCO qui portait le mandat et Schex et Morel. Donc on a conçu ce campus à trois agences. Donc c'est important de faire appel à l'intelligence collective et le fait que c'était vraiment un projet qui était conçu avec les valeurs des trois agences en termes de qualité architecturale et environnementale. Voilà. Parce que j'imagine qu'il y avait des exigences environnementales importantes. Absolument. Il y a beaucoup de labels. Je ne vais pas les citer maintenant, mais voilà, on a coché quasiment tous les labels. Mais on voulait aller plus loin, notamment dans un aspect de circularité, parce qu'aujourd'hui, c'est un immense privilège de construire avec le matériel qui devient de plus en plus précieux. Donc, c'était important de s'adresser à beaucoup de différents cycles du vivant, notamment la circularité, qu'on considère comme quelque chose qui s'inspire du vivant, mais aussi biodiversité, bioclimatique, etc. Beaucoup de préfixes bio, donc une sorte d'organisme vivant. Voilà, un organisme vivant, et je sais que ça vous tient à cœur. Oui, je sais. Excusez-moi. Donc, on a 4 bâtiments, c'est ça? On a 4 bâtiments. Initialement, la demande, c'était de concevoir 136 000 m². Le Covid est arrivé. Au plein milieu de la conception et puis la demande a été réduite à 94 000 m², donc 6 bâtiments sont devenus 4 bâtiments. On a des façades sur ces bâtiments. On a beaucoup de façades. Beaucoup de façades vitrées. Oui. Comment ça se passe? Quel est votre choix? Comment vous travaillez ces façades?
Alors d'abord, on s'insère dans un tissu existant de la ville. On est sur un terrain avec beaucoup d'habitations, pas trop loin, et avec une vraie diversité des différentes fonctions de l'autre côté du site. Donc c'était important d'avoir un projet très contextuel, d'avoir les façades qui n'étaient pas trop affiliées avec une écriture de tertiaire. On voulait quelque chose de beaucoup plus domestique. Donc il y a beaucoup de balcons, beaucoup de terrasses. Il y a 10 000 m² de terrasses plantées sur cette opération. Et donc, l'idée, c'est de donner aux façades aussi cette visibilité sur le vivant, les jardins, la lumière naturelle, etc. et tout ce qu'on a conçu autour des bâtiments. Voilà, et dans un tissu urbain, plutôt logement. Plutôt logement, exactement. D'accord. Comment vous en arrivez? Alors après, vous avez des exigences, hein, on a vu des exigences thermiques, vous voulez beaucoup de circularité. Comment vous travaillez après avec les gamistes et les façadiers? Mais d'abord, on dépose un permis. Donc, on déclare nos intentions en termes de matérialité, en termes de couleur, de teinte et le relief de la façade, les rythmes de la façade, le côté plein vide. Il y a une espèce de joint creux au niveau 4 qui donne sur la terrasse. Donc, ça commence avec justement nos intentions. Après, ce qui est très important, c'est de communiquer avec les différents acteurs qui sont capables de répondre aux différentes demandes. On a plusieurs différents matériaux sur cette façade. On a à la fois l'aluminium anodisé en forme de cassette, on a aussi le verre émaillé et on a d'autres matériaux qui rappellent la minéralité. Et puis, bien sûr, on a des profils qui sont plus traditionnels. Donc, il était important d'avoir des acteurs capables de répondre par rapport à cette demande d'avoir matérialité, mais aussi les teintes qu'on cherchait. Matérialité, teinte, travail ensemble, donc c'est quelque chose qu'on fait très en amont finalement. Exactement. Alors malheureusement, on ne va vraiment pas pouvoir s'installer trop longtemps dans le projet. Comment vous en arrivez? Alors voilà, on voit là, c'est une image, c'est pas actuel, hein, maintenant ça c'était l'image de synthèse. Les vues de synthèse aujourd'hui sont tellement... Lundi, le photographe est passé. C'est dommage qu'on ne pourrait pas vous montrer les photos de la réalisation, mais heureusement, vous êtes proche de ça. La réalisation qui pousse évidemment pour atteindre cet objectif. Mais on est tout près de l'image qu'on a souhaitée. Donc, on est vraiment ravis du résultat. Donc là, on va se focaliser sur les façades du rez-de-chaussée, enfin des rez-de-chaussée. Un étage. De quoi avez-vous besoin et comment vous en arrivez à retenir cette équipe autour de vous? Alors d'abord, il y avait une demande d'avoir une notion de temps sur temps, bâtiment par bâtiment. Donc, même si on a une typologie, une méthode de construction de façade différente entre le socle, qui est sur un gros œuvre en béton, la terrasse, la partie R+4 qui donne sur cette terrasse, qui est en bande filante, et puis la partie supérieure qui est sur un support en ossature bois, poteau-poutre, dalle CAT en bois, en façade en bloc. On avait besoin de trouver une cohérence entre les différentes typologies, entre la matérialité, pour qu'on a l'impression que c'est la même teinte du bas jusqu'en haut du bâtiment. Donc déjà, il y avait un vrai défi de trouver cette tonalité et un match entre les rythmes de façade, les épaisseurs de profil, etc., pour que cette continuité soit tout à fait fluide. D'accord. Donc de la fluidité, de la continuité, et il faut qu'à la fois ce soit différent, mais que ça se ressemble, c'est ça? C'est ça. Et puis, entre les bâtiments, qui ont tous une couleur légèrement différente, il y a aussi un jeu de reflets d'un bâtiment vers l'autre. Donc, en fait, on a une espèce de brassage entre les teintes, ce qui était important pour nous, pour qu'il n'y a pas un bâtiment gris, un bâtiment beige et un bâtiment blanc, qu'il y avait cette espèce de brassage entre les couleurs et de créer une espèce de spectre de couleurs très, 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 très cohérente et très fluide. Donc, on va voir avec vous deux, messieurs, ce que ça implique pour vous. Cette demande de l'architecte, cette demande de travailler sur un ensemble qui est avec finalement trois conceptions différentes, mais en même temps qui doivent se ressembler. Comment vous travaillez ça? C'est comme vous voulez. Quand nous sommes arrivés au projet, il y avait déjà une étude faite par Bureau d'études façade et l'archi ensemble est en phase conception. Cette équipe Bureau d'études? C'est RFR. Donc, nous avons déjà, nous sommes partis dans une base déjà faite par un bureau d'études façade. Et donc, dans ce cas, notre travail était sur une optimisation, comme j'ai dit, optimisation
pour rendre les projets, pour faire rentrer les projets dans un budget. Voilà, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, hein. Exactement. Voilà. Donc vous regardez, si j'ai bien compris, par rapport aux études qui ont été faites, comment on peut faire pour rentrer dans un budget et pour finalement aller plus loin dans l'automatisation, plus loin dans une forme de standardisation peut-être, pour pouvoir travailler plus vite et à un prix correct. Oui. Et maintenir l'aspect architectural. Et maintenir l'aspect architectural. Et pas seul. Approchez un petit peu votre micro. Et maintenir les performances techniques, que c'est important comme l'aspect architectural. Et aujourd'hui, surtout quand on arrive à avoir des labels, comme c'est important, avec cette importance, et il faut maintenir tous les contraintes techniques demandées dans les sociétés. Voilà, ça veut dire que ça impose la mise en place de screens, ça impose la mise en place de vitrages importants pour des questions thermiques. C'est toutes ces contraintes-là que vous devez intégrer. Exactement. Utiliser les justes matériels, les justes épaisseurs des vitrages, les justes typologies des vitrages, faire des études thermiques, les notes de calcul, et tout ça pour arriver à l'objectif final. Voilà. Quels sont les trois? Architecte, budget et technique. Allons vers la technique, alors vers le gamiste. Expliquez-nous vous aussi comment vous travaillez. Après, je vous demanderai à chacun la même question. Comment vous travaillez ensemble et ce dont vous avez besoin finalement de l'autre pour avancer. Alors, comme disait Gianluca ou Steven, c'est vrai qu'on a eu le maître mot, c'est l'amont et l'anticipation. Donc, dans un premier temps, pour nous, le travail avec l'architecte et le bureau d'études qui était RFR pour concevoir les éléments et la signature avant même l'appel d'offres auquel a répondu la société ASA. Et ce qu'on peut voir aussi sur la photo, c'est ce qu'expliquait Steven. On voit vraiment sur la verticalité 3 designs mais avec des lignes verticales qui, elles, règnent. Parce que l'autre complexité, hormis les couleurs et les jeux, c'est qu'on n'a pas les mêmes volumes. Je parle des hauteurs de vitrage, les complexités, et on n'a pas les mêmes partenaires. C'est-à-dire que nous, on a travaillé sur le socle avec la société ASA, et ce qu'on voit bien par rapport au niveau, on a des volumes verriers plus importants, plus de verticalité. Pour autant, il fallait qu'on respecte ces lignes. Et donc, il y a eu derrière ça aussi une certaine technicité pour respecter les inerties, comme on peut voir là, alors qu'on n'a pas les mêmes besoins, aussi bien en termes d'inertie et donc aussi pas non plus le même process technique de mise en œuvre. Voilà, on est très différents, mais en même temps, il faut être semblable. Exactement. Est-ce que vous pouvez citer vos collègues Bien sûr. En fait, donc, je ne sais pas si on me voit, mais juste le niveau socle, c'est donc la société ASA. Ouais. Juste au-dessus, ce qu'on appelle les bandes filantes, ce que disait Steven, c'est la société Westalu. Ouais. Et tout au-dessus, le cube qui est au-dessus, rapporté, en fait, là, ce sont des façades cadres de la société Goyer. Voilà, avec à chaque fois des techniques, des systèmes très différents, mais on voit bien qu'il faut assurer cette continuité voulue par les architectes. Oui, et c'est des mises en œuvre très différentes aussi. Donc c'était tout ce travail aussi en amont, cet échange, cette communication qui nous a permis de respecter ces points-là. Et puis, comme disait Steven, il y avait aussi un fort impact environnemental sur ce projet, avec différents labels. Et le fait d'avoir travaillé ensemble, pour notre part, d'avoir aussi apporté le gain de notre aluminium bas carbone avec l'hydrocircal, ça a permis, par rapport à des façades classiques actuelles en aluminium qu'on peut trouver en France, de diminuer par près de 2,5 fois l'apport en carbone. Sur ce projet, notre travail commun a fait économiser près de 4000 tonnes de carbone. Voilà, c'est ça. On a besoin. Et ça, c'est vraiment pour vous important. C'était important pour Engie aussi. Pour Engie aussi. Quelque part que ce nouveau campus porte les valeurs et exprime ce que c'est une écriture bas carbone dans l'architecture, dans leur nouveau siège international. Voilà, et avec toute la mise en place de ce qu'a mis en place Vicona pour la circularité. Exactement. Dont on a déjà parlé ici beaucoup. Mais après, ce que disait aussi à juste titre Gianluca, c'est des lignes, c'est de la finesse. Et ça, tu l'expliqueras mieux que moi, Steven. Mais en fait, il y a aussi une double lecture intérieure et extérieure. Et qui fait qu'à l'intérieur, en fait, peu de choses sont dissimulées.
mais il y avait un rendu très important souhaité par le client final. Et donc là, il a fallu qu'on établisse ensemble, dans l'échange, en anticipation, des solutions techniques. On a été challengés par les deux, hein, esthétiquement par Steven et techniquement par la société ASA, pour permettre à tout le monde de répondre à ses désirata, le design, mais aussi la facilité de mise en œuvre. Et comme tu disais, le gain d'argent, parce qu'il faut aussi... c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Alors justement, sur le design, et après on verra sur la fabrication. Qu'est-ce que ça, comment on fait pour avoir le design voulu par l'architecte? Je pense qu'une étape très importante, c'est le prototype, le mock-up, où l'entreprise générale, Bouygues, a été vraiment très positif et réactif, avec un très très grand prototype avec l'ensemble des différentes typologies de façades. Il y en a beaucoup. À la fois différentes méthodes de montage, mais aussi en termes de teinte et matériel. Et toute cette partie prototypage, etc., a eu lieu juste post la période Covid. Donc, on a compris qu'il y avait aussi énormément de problèmes avec la chaîne de valeur, avec les fournisseurs de poudre, etc., pour les teintes, les couleurs, les matériaux. À l'époque, c'était compliqué. Et donc, c'était vraiment une négociation extrêmement intense, avec la présence des élus aussi, pour valider justement les différentes teintes, la matérialité, pour que l'insertion dans le quartier soit bien réussie, mais aussi, évidemment, Engie et les promoteurs. Donc, tout le monde a participé justement à nos visites du prototype pour valider les différentes teintes et les différents détails qui ont été retenus. Voilà, donc pour vous, le prototype, c'est, j'imagine, aussi très important. Oui, nous avons réalisé les prototypes. Et Bouygues, il a réalisé la structure et nous avons réalisé notre partie des façades. Et pour nous, c'est très important les prototypes pour arriver à définir avec l'architecte qu'est-ce qu'il faut à la fin réaliser dans les détails. Et ce prototype vous permet, est-ce que vous aviez déjà le mode de construction, d'industrialisation que vous voulez mettre en place? Est-ce que ça vous a permis d'améliorer en fait le process? Exactement. On commence à étudier ensemble à l'archi et à l'architecte et à le bureau d'études façade les solutions. Et nous proposons des solutions étudiées avec les gamistes, des filières pour optimiser notre processus productif et surtout des pauses. Parce que ce sont deux processus très différents, mais que quand on va étudier une typologie, un produit, on doit considérer les deux dynamiques, soit industrielles, soit des chantiers. Et sur ce projet, par exemple, nous avons étudié une intégration de les coffres de la store intérieur sous les traverses de la façade pour réduire le numéro des profils à travailler sur une usine et à poser sur site. Et ça, nous avons proposé sur prototype visuel. Voilà, lorsqu'il y a eu le prototype, c'est à ce moment-là que vous proposez cette solution. Exactement. D'accord. Après, sous les papiers, avant sous les papiers et après sous les prototypes. Et après, sur le prototype, c'est à ce moment-là qu'elle est validée et qu'on se dit que ça fonctionne. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça a imposé justement, cette réflexion sur le skin? J'ai compris tout à l'heure, quand on a préparé, que c'était important et qu'il y avait vraiment eu une réflexion poussée là-dessus. Qu'est-ce que ça impose pour le gamiste, par exemple, qui a ses gammes et puis à un moment donné, il faut s'adapter? En fait, comme disait Gianluca, il y avait plusieurs intérêts. C'était avant tout, sur le principe, c'était esthétique. Approchez un petit peu votre micro. Le principe, c'était esthétique pour l'intérieur, c'est-à-dire respecter cette ligne pour les usagers, les futurs usagers, en fait, ne pas percevoir la mécanique de ce store tout en gardant les hauteurs maximales d'utilisation entre planchers, visuellement parlant. Mais aussi, pour nous, ça avait une incidence quand même concrète avec la société en termes de fabrication, de mise en œuvre, mais aussi de performance, puisqu'en fait, on a vraiment rapporté ce poids, malgré tout, du store sur les traverses. Et donc, il fallait aussi valider l'incidence pour ne pas générer de rotation, d'efforts complémentaires qui pourraient, à l'extrême, avoir même une incidence sur les fuites et les perméabilités du bâtiment, pas forcément à l'eau, mais à l'air. Mais comme c'est un bâtiment qui avait de très hautes performances, aussi de confort avec l'acoustique, il fallait vraiment que ce système, même en rotation, n'ait pas d'incidence. Donc ça a été un travail commun pour réussir à ce résultat qui aujourd'hui est totalement inerte. C'est invisible, enfin c'est invisible et visible. C'est ça. C'est toute la difficulté, mais toute la beauté du résultat aussi.
Et c'est l'aspect fonctionnel aussi qui est testé dans la phase prototypage. Oui, parce qu'il faut que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. C'est Parce pas que, que- voilà, la partie du façade que Gianluca et ses équipes ont réalisée donne sur le jardin, sur le cœur, etc., les parties végétalisées, avec différents revêtements de sol à l'extérieur et à l'intérieur. Les portes s'ouvrent dans les deux sens parfois. Donc il faut valider que les portes fonctionnent, que les stores fonctionnent. On a une façade bioclimatique, donc il y a différents dispositifs en fonction de l'exposition. Il faut tester tout ça et le prototype nous a permis justement d'être sûr qu'en termes de fonctionnalité, on était nickel. En termes de fabrication, après, vous fabriquez en Italie du Nord, c'est ça? Oui. Comment, je vais vous demander à peu près comment vous vous organisez après, en tant que façadier, pour approvisionner le chantier, pour les montages. Parlez-nous de la vie de chantier, en fait. Alors oui, nous avons 2 établissements productifs, tous les deux au nord d'Italie, un à côté de Piacenza, au nord de Milan, et un à côté de Venise, à Padoue, 30 minutes de Venise. Alors, normalement, sur un projet, on commence à étudier la fabrication, la méthodologie de fabrication, selon les nécessités du chantier. Les chantiers, normalement, l'industriel, il préfère fabriquer tous les produits identiques pour optimiser la production. Mais les chantiers, ils demandent peut-être un phasage différent, par étage, par exemple. Donc, les études que nous, on commence à faire sur les produits est de rendre les produits faciles à être produits par étage ou par nécessité des chantiers et pas par vraiment nécessité des produits. Voilà, c'est-à-dire que l'industriel voudrait faire de la série et le chantier, lui, il veut un peu différent, C'est ça. travailler d'abord un étage puis un autre et revenir après à un autre Exactement. étage. D'accord. Et Donc ça, donc, vous devez vous adapter à ça. nous, notre défi, c'est ça. Et bien sûr, respecter, comme j'ai dit avant, toute la partie architecturale. Et nous, on achète, nos fournisseurs sont les fournisseurs européens, les gamistes sont Wicona, donc on achète tous les produits, aussi les vitrages en Europe, Italie, France, Espagne. Et après, on livre les produits pour l'usine en Italie. On va produire notre produit et on va livrer sur chantier. Et ça, c'est un peu... Voilà. Et ensuite, il y a l'installation, il y a la pose Oui. qui se font avec l'entreprise générale. Et comment ça se passe? C'est l'entreprise générale et ensuite c'est vous qui posez aussi? C'est ASA qui pose également? Oui, avec D'accord, des sous-traitants. Alors, nous, on étude en planning, on intègre notre planning sur les plannings de l'opération générale et en accord avec l'entreprise générale. Et comme ça, on a vraiment un planning qui marche soit sur notre production, soit sur les exigences du chantier, les exigences du client. Notre client, c'est Bouygues dans ces cas. Et ça. Ce qui impose aussi au gamiste, celui de livrer au bon moment, les bons produits, comment se passe la relation à ce moment-là, au moment de l'industrialisation, de la mise en fabrication? Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on doit anticiper, qu'on doit phaser parce que c'est aussi lié selon le process à l'approvisionnement sur chantier. Donc c'est un juste milieu entre ne pas tout livrer aussi tout de suite parce que c'est une réalité financière pour l'entreprise. Donc c'est pas du flux tendu, mais il y a quand même une certaine anticipation. Et puis concrètement pour nous, c'est 1 an et demi de travail pour permettre à l'entreprise d'avancer et de produire dans les temps. Pour vous donner un ordre d'idée, comme disait Steven, la réception, c'est cette semaine, ça a été cette semaine. Et nous, on a fait les dernières livraisons à la société ASA en septembre 2023. Donc il y a vraiment une certaine inertie, un phasage, et qui a des incidences aussi financières pour l'entreprise. Parce qu'évidemment, elle va pas être... elle-même, elle ne va pas pouvoir facturer de suite. Oui, bien sûr, il y a tout un aspect financier. Donc c'est vraiment au juste milieu, approvisionner mais pas trop. Et puis, comme disait Steven, il y a aussi la contrainte esthétique sur ce projet qui est très importante dans les couleurs. Et donc on doit essayer pour autant un maxima de produire les éléments en même temps pour que les couleurs
n'ait pas de digression, une trop grande variabilité sur le même bâtiment. D'accord. Il y avait aussi cette contrainte-là. Oui, C'est des couleurs spéciales quoi, qui avaient été choisies. oui, c'est pas la couleur catalogue. Non. Non. D'accord. La dernière façade a été posée quand? Fin de l'année. Fin de l'année dernière. Ouais. D'accord. Et donc le bâtiment réceptionné cette semaine. C'est ça, Voilà. lundi. Et il sera. On sait quand vont arriver les premiers occupants. Oui, je pense que Engie va prendre quelques mois pour adapter à leurs besoins. Il y a un peu de travail avant que les équipes d'Engie arrivent sur place. Oui. On arrive au terme de notre échange. Moi, je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur ce travail tripartite entre le gamiste, l'architecte et le façadier. De m'expliquer un petit peu votre ressenti et puis éventuellement les choses qu'on pourrait améliorer ou pas. Il y a des tas de choses à dire. Je vous laisse une conclusion totalement libre. Et comme toujours, participer à la réalisation des projets avec cette importance, avec des archives, des acteurs très importants à niveau français, international. Pour nous, c'est vraiment, vraiment notre objectif, notre mission. Oui, c'est vraiment de répondre à cette demande. Exactement. La mission est de réaliser qu'est-ce que l'archi il pense. L'idée de l'architecte, de nos clients, est à la fin les voir. Et beaucoup de fois, on disait la réalité, la fabrication, c'est mieux que les 3D initiales. Ça, c'est vraiment notre objectif. C'est l'objectif, d'arriver à être meilleur que le 3D. C'est le cas ici. C'est ça. C'est ça, quand la réalité dépasse le rêve. En fait. Voilà, ok. Pour vous, Steven, qu'est-ce qui est important dans ce travail à trois sur la façade? Je pense qu'il est important aujourd'hui, surtout quand on parle de bilan carbone, de circularité, de sortir un peu de nos silos. On a tendance, chacun, de rester un peu dans notre coin en disant, en tant qu'architecte, on exige l'esthétique, telle, etc. Quand on s'intéresse à ce que font les industriels, à ce que font ceux qui fabriquent, etc., et qui mettent en œuvre les différents produits, ici les façades en l'occurrence, on apprend énormément de choses, comment on peut améliorer et mieux prescrire les différents éléments tout en respectant pour améliorer le bilan carbone et la circularité. Donc on va au-delà de l'esthétique pour toucher à des sujets qui sont beaucoup plus grands dans le défi environnemental et autres. Voilà, notamment le carbone. Et on apprend, en discutant, en travaillant ensemble, on apprend des contraintes des autres. Oui, c'est passionnant parce que parfois on parle de ce qu'ils ont dans les tuyaux en recherche et développement et les innovations. Donc ça permet de mettre énormément de choses sur la table et d'essayer de pousser l'enveloppe un tout petit peu plus... un peu plus loin. Essayer d'aller un peu plus loin encore dans le bas carbone et autres, tout en gardant. Il ne faut pas oublier que le bas carbone ne doit peut-être pas prendre le pas sur l'architecture et sur le design. Il faut que ça soit intégré. Il faut que ce soit intégré. Voilà, c'est ça. Il y a eu des ATEX sur ces façades ou sur cette façade? Non, il n'y a pas eu d'ATEX. Il n'y a pas eu d'ATEX. Non, on avait ajusté la conception technique tout en restant dans le domaine traditionnel. Donc on n'a pas eu besoin d'ATEX sur les façades du socle. Non, la technicité était ailleurs. Fabrice, vous avez le mot de la fin. Votre sentiment à vous sur ce travail tripartite? Alors moi j'ai eu la joie il y a quelques semaines de visiter le site. On a pu voir quelques photos. Et c'est vrai que, je vais vous dire, pour moi c'est une réussite ce projet parce qu'il y a aussi des mixités de matériaux. Il y a aussi toute une complexité qu'on a. On n'a pas eu le temps de s'installer dans le projet. Mais voilà, pour nous c'est une vraie réussite parce que on voit ces façades qui quelque part disparaissent. On voit plus. Nous, on sait la technicité qu'on a dû développer avec ASA, mais ou les problématiques parce qu'il y a aussi différents matériaux qui interagissent, le bois, le béton, qui réagissent pas pareil. Mais pour nous, c'est une vraie réussite parce que. Mais là, le secret sur ce dossier, ça a été vraiment l'échange et le dialogue et l'anticipation. On a chacun nos contraintes en semaines, en mois, à des instants T. Et on a su les imbriquer pour qu'aujourd'hui, le projet sorte, soit prêt comme il devait l'être. Et on espère, avec le souhait et le client final, Engie, sera satisfait. Mais le lieu est vraiment très agréable et le végétal est aussi présent. Les façades sont vraiment très bien intégrées. Et c'est vrai qu'en plus, moi je trouve qu'il y a un peu d'humour sur ce projet parce que
on a cette horizontalité qui a été très travaillée avec les façades. Et derrière, vous avez il y a vraiment la en toile de défense. fond, vous avez la défense et vous voyez l'ancien Ouais. bâtiment d'Engie. Et là, vous percevez le nouveau. Et c'est vrai que personnellement, je préférais être dans le nouveau que dans l'ancien. Voilà. Sur ce Et aller projet. sur les terrasses plutôt que Elles sont très d'avoir agréables, des les terrasses. fenêtres qu'on ne peut Elles sont pas très ouvrir dans une agréables. tour. Et pour avoir travaillé à la Défense pendant une dizaine d'années, Là, je pense très qu'il va haut, falloir faire on n'a pas rentrer- très envie en La fait. difficulté sera de faire rentrer les gens dans les bureaux. Voilà. Bah, écoutez, merci. Merci messieurs d'être venus nous parler donc, de cette façade, hein, du travail que vous avez réalisé ensemble sur le campus NJ. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site Bâti Journal TV. Et ce projet sera retrouvé dans le prochain numéro de 5 façades, puisque 5 façades est partenaire de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.